Bah oui, clairement. On l'a vu, il y a eu peu de spectacles malheureusement sur tous les matchs joués. Il y a même eu des matchs qui ont été reportés à cause du Covid. On le dit, on le répète, c'est une saison vraiment à caractère exceptionnel. Manque ou absence carrément de préparation estivale, des équipes qui ont mis beaucoup de temps à se mettre en route, un nombre record de blessures musculaires et des performances ou d'équipes qui passent vraiment par des cycles très compliqués. On a eu Manchester United qui a eu un début de saison très compliqué. Ouais. On a eu Arsenal qui est tombé très très bas. City qui ronronnait, qui n'était pas encore au niveau qu'on les connaissait. Liverpool s'en sortait à peu près bien. Tottenham aussi, mais ils viennent de subir aussi un contre-coup. Même Liverpool qui a lâché 4 points durant ses 2 premiers matchs durant les fêtes. Donc clairement, on voit bien qu'on est dans une saison à part, que le caractère imprévisible, exceptionnel qu'on a évoqué en début de saison se confirme. Ouais. Et voilà, et comme on le disait, Ferguson qui avait l'habitude de dire que le titre ne se joue pas durant la période des fêtes, mais il peut se perdre. Et bien là, il n'y a pas de surprise parce que personne ne l'a gagné ou ne s'est détaché. Ouais. Et puis personne ne l'a perdu non plus, à part peut-être Arsenal. Mais personne n'imaginait vraiment Arsenal en début de saison dans la course au titre. On pourrait rajouter Chelsea, qui a perdu beaucoup de points, qui est Ouais. vraiment en retard sur les attentes, avec notamment le nombre de recrues cet été. Mais pour les autres, tout le monde est encore en course. Ça vaut évidemment pour Liverpool, qui émerge encore comme la meilleure équipe du royaume, même s'ils ont perdu des points. Mais également Manchester City, qui était bien pâle depuis le début de saison et avec notamment ce match en retard, ils en ont pas mal pâti parce que ça trompait, c'était un peu en trompe-l'œil ce classement. Et ben voilà, ils ont retrouvé, je trouve, de l'énergie, de l'intensité qu'on connaissait sous Guardiola sur le terrain de Chelsea. Et voilà, et en même temps, tout le monde a perdu un peu des points en route. Donc au final, il y a peu d'équipes qui se sont détachées, ou quasiment pas. Ouais. Il y a un classement très compliqué à suivre parce que beaucoup de matchs en retard. Et là, honnêtement, c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, quand on regarde le classement, on a quand même les membres du top 6, allez, top 8, si on ajoute Everton et Aston Villa, qui sont présents aux 7-8 premières places. Ça veut dire quand même que les choses, petit à petit, se remettent dans l'ordre et qu'à l'exception vraiment d'Arsenal et à degré moindre de Chelsea, on a les prétendants aux premières places, aux premières loges. Allez, Manchester United et quoi pour l'instant, ils sont co-leaders après 16 rencontres, à Ouais. égalité de points avec Liverpool qui se déplace à Southampton ce soir. Sachant qu'United a encore un match de plus à jouer, toujours en retard, à Burnley, ça sera le 12 janvier. Mais voir United co-leader à ce stade de la saison, c'est quelque chose qu'on n'a plus vu à Manchester depuis 2009. Donc c'est déjà le D'accord. signe de quelque chose de nouveau et le signe qu'il y a vraiment des progrès, qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Donc forcément, on ne peut pas les écarter de la course au titre, notamment dans une saison aussi particulière, aussi imprévisible, aussi faible aussi en termes de points, c'est important. On est en moyenne une dizaine de points en dessous des standards du championnat d'Angleterre. Mm-hmm. On s'expose forcément donc à une surprise, un petit peu comme Leicester en 2016, qui avait été sacré champion avec un total de 81 points. C'est le plus faible total des 9 dernières années. Donc forcément, United, on ne peut pas les écarter. Est-ce que ça fait pour autant de United un réel prétendant au titre ? Pour moi, pas encore. Déjà parce que c'est trop tôt, Mm-hmm. et puis surtout parce qu'on voit que cette équipe a toujours des sauts de forme, de régularité. C'est toujours une équipe en reconstruction. Ouais. Solskjaer insiste beaucoup là-dessus. On a tendance à dire que c'est un peu une excuse facile pour lui de se retrancher derrière ça, mais c'est vrai, il est en train de remettre quelque chose en place. On est un petit peu dans la phase du Liverpool de Klopp dans sa 3e saison. Les Reds avaient terminé 4e avec un total de 75 points, et je trouve que moi, c'est plutôt une comparaison qui tient la route. On en est là aujourd'hui à United. C'est pas encore un prétendant au titre, mais en tout cas, ils sont dans la course. Et puis, rappeler quelque chose sous Solskjaer, c'est qu'United est un diesel. On l'a déjà vu la saison passée. C'est une formation qui met du temps à se mettre en route. Ouais. C'est une formation qui est toujours autant dépendante de Bruno Fernandes, qui se transforme vraiment, qui change presque de niveau, de dimension. Si Pogba retrouve son éclat, on va dire, international tricolore, si Martial est plus réaliste, et puis si sa défense joue avec sérieux et application, ce qui n'a pas toujours été le cas cette saison. Mais en tout cas, si tous ces éléments, si toutes ces planètes s'alignent, United redevient un candidat possible déjà forcément au top 4, au podium, Ouais. et peut-être à terme au titre. Quand on regarde de toute façon les talents que compose son effectif, et surtout, je trouve,
moi, sa grande force, c'est la profondeur de son banc. Quand vous pouvez commencer le match avec Pogba, Cavani, Van de Beek sur le banc et faire entrer ces joueurs-là en cours de match, d'autant plus dans une saison où on voit qu'il y a de la fatigue chez toutes les équipes, bah, c'est un atout énorme. Et donc, ça sera un atout jusqu'à la fin de la saison. Non, moi, je suis toujours pas plus inquiet pour Van de Beek que je l'étais il y a un mois ou 2 mois. C'est un joueur qui découvre un nouveau championnat, qui reste un jeune joueur, un petit peu dans le même cadre que Bernardo Silva à Manchester City, que Fabinho à Liverpool. C'est des joueurs qui émergent généralement sur la deuxième partie de saison et plus encore sur leur deuxième saison. Donc Van de Beek, il arrive dans un club où il y a beaucoup de concurrence au milieu de terrain et on le voit aujourd'hui, Solskjaer a les moyens aujourd'hui d'aligner 2 joueurs devant la défense, 2 milieux de terrain et de changer cette paire quasiment à chaque match. Oui. Entre Pogba, Matic qui est un peu plus joueuse que McTominay et Fred qui est un peu plus défensive. Donc pour Van de Beek, forcément, qui est un joueur polyvalent, qui peut jouer parmi ces deux-là, mais qui peut jouer aussi un peu plus haut, il a aussi un mec comme Bruno Fernandes qui est infatigable, qui est décisif et forcément c'est plus compliqué, mais je ne suis pas plus inquiet que ça pour lui, il va trouver son temps de jeu. Bon, espérons en tout cas qu'il illuminera la Première Ligue comme il avait illuminé le ciel de la Ligue des Champions il y a quelques temps. Je pense même que c'est un joueur qui fera du bien sur la deuxième partie de saison de United, au moment où les Coupes d'Europe reprendront, où il va falloir tourner un peu plus, et au moment où il va falloir avoir besoin de ces joueurs qui sortent du banc. Et c'est souvent ça en fin de saison. Il y a des joueurs comme ça qui sortent du banc et qui se montrent décisifs. C'est normal qu'on se pose la question au regard des investissements. C'est un des rares clubs qui a pu dépenser autant dans cette période exceptionnelle du Covid, avec des budgets en chute libre. Et forcément, 250 millions d'euros, c'est énorme, surtout sur beaucoup de joueurs, et notamment beaucoup de joueurs offensifs. Aujourd'hui, on a un club de Chelsea qui est embourbé dans une série de 4 défaites en 6 journées. On a un Timo Werner qui ne marque plus depuis 12 rencontres. On a un Edouard Mendy dans le but qui est un peu moins décisif. On a Azpilicueta qui n'a plus les jambes pour évoluer sur un côté. On a Ziyech qui a vu son arrivée perturbée par les blessures. Et on a le meilleur buteur du club qui s'appelle Giroud qui a 34 ans. Donc ça fait un peu désordre tout ça à Chelsea. Et surtout, ça ne répond pas du tout au recrutement de l'été. Et surtout, on a les 7 victimes de Chelsea cette saison. Quand on regarde, c'est les équipes qui sont classées entre la 10e et la 20e place. Ce qui situe où est le problème. Chelsea n'a pas encore le niveau requis pour le top 4. En tout cas, pas encore. Et quand je dis pas encore, c'est aujourd'hui, après 17 journées. Ça peut changer, ça va changer, c'est évident. Chelsea va progresser avec les journées. Mais quand on revient quelques mois en arrière, pas longtemps, 4 mois seulement, c'est suffisant. Quand on avait vu Chelsea boucler son recrutement pléthorique, éclatant, avec des grands noms, avec des Havertz, des Werner, des Ziyech, tout ça, ça faisait rêver. Et on n'imaginait pas voir le club 4 mois plus tard être 8e après 17 journées, c'est une évidence. Mais en même temps, ça n'en faisait pas pour autant un prétendant au titre. Ce n'est pas parce que tu recrutes, que tu dépenses de l'argent durant l'été, que tu deviens automatiquement un prétendant au titre. Le foot, c'est quand même beaucoup plus compliqué que de cocher des grands noms sur une feuille de match. Le foot, c'est des automatismes, c'est des circuits de passe, c'est une connaissance de l'autre, des déplacements notamment de l'autre, c'est une solidarité collective, c'est un esprit collectif. Et je vois par exemple des attitudes à Liverpool que je ne vois pas à Chelsea. Je vois un Mo Salah, un Sadio Mané sprinter vers son but pour défendre, pour pallier la montée ou l'erreur d'un de ses coéquipiers sur un contre adverse. Ouais. Je ne vois pas ça à Chelsea. Je ne vois pas un Ziyech ou un Kovacic effectuer le même sacrifice lorsque Kanté, par exemple, rate sa relance sur le 3e but de Manchester City. Et ça, c'est la différence des équipes qui sont candidates au titre et une équipe qui est en construction. Or, Chelsea est toujours en construction. Je sais que c'est difficile à entendre. Aujourd'hui, on est dans un monde où quand on claque 250 millions d'euros, on devrait être champion à la fin de la saison. Mais non, Chelsea, c'est une équipe qui est en train de se remettre sur les rails, qui est en train d'essayer de monter en puissance. Il faut se souvenir par quel biais est passé Liverpool, le Liverpool de Klopp. Et voilà, le talent ne peut pas suffire face aux équipes de... Enfin, en tout cas, le talent peut suffire face aux équipes de la deuxième moitié de tableau, ce qu'on voit, ce qu'est capable de faire Chelsea. Ouais. Mais pas face aux équipes du top 6, du top 8. Il faut un peu plus que ça. Il faut un vrai collectif. Maintenant, c'est normal qu'on se pose la question, et notamment la pression qu'on voit de plus en plus autour de Lampard, parce que c'est Chelsea, qu'on connaît le peu de patience qu'a Roman Abramovich à Chelsea. Mais moi, je trouve qu'on oublie un peu trop facilement que quelques mois auparavant, Lampard
au terme de sa première saison de Première Ligue, a mené Chelsea à la 4e place. Il a mené Chelsea en finale de la Cup, sans la moindre recrue. Et ça, on l'oublie totalement. C'est quand même que cet entraîneur a un petit peu de qualité. Et on entend toujours maintenant voilà, les critiques sur Lampard, sur l'absence de fond de jeu. Et moi, je suis beaucoup plus gêné par certaines attitudes. Le fait de ne pas voir des Ziyech, des Pulisic, des Mount, être conscient du danger et être inquiet du danger de leur équipe défensivement. Et sans ça, si tu n'as pas ça dans ton équipe, ben forcément, tu ne peux pas avoir des résultats. Ce n'est pas possible. Bah déjà, quand tu remportes 3 matchs consécutivement, c'est bien la preuve, en tout cas c'est une preuve réelle d'un vrai réveil. Il faut l'espérer en tout cas pour Arsenal et pour Mikel Arteta. C'est évident que la place d'Arsenal, elle n'est pas en deuxième partie de tableau, qu'Arsenal ne pouvait pas continuer à s'enfoncer comme ça sans réagir, sans répondre surtout. Ouais. Et maintenant, quand on regarde ces 3 succès, qui a battu Arsenal ? Ils ont battu une équipe de Chelsea, on l'a vu encore récemment, qui est en chute libre. Ils se sont imposés à Brighton, l'une des 2 seules formations à ne pas avoir gagné à domicile cette saison. Et ils se sont imposés à West Bromwich, la lanterne rouge du championnat, avec Sheffield, qui a été corrigé chez lui par Leeds, 5-0 il y a quelques jours seulement. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas une critique, hein. C'est un simple constat de la série en cours d'Arsenal. C'est un réveil qui demande confirmation. Et quand on regarde le calendrier des Gunners dans les prochains jours, qui va rencontrer Palace, Newcastle, Southampton, on se dit que ça doit leur permettre de continuer, d'enchaîner et de revenir au moins dans la première partie de tableau et à terme dans le top 8. C'est tout ce qu'on peut leur souhaiter. Mais voilà, 3 succès, ce n'est pas non plus un hasard, hein. C'est vraiment le signe de progrès. C'est surtout le signe des choix forts qui ont été inspirés par Arteta, qui a misé sur les jeunes du club, et notamment le trio Smith Rowe, Martinelli, Saka, même si Saka était déjà dans l'équipe, en tout cas il émergeait comme un des titulaires indiscutables. Ouais. C'est un réveil qui est porté aussi par l'émergence de Tierney dans ce couloir gauche, qui a mis de côté ses blessures qui l'ont perturbé depuis son arrivée à Arsenal. C'est un vrai bon joueur que moi je découvre un peu plus à chaque week-end, qui défensivement intéressant, mais qui surtout offensivement apporte un vrai plus. Qui a apporté aussi de l'équilibre, parce qu'avant on avait Saka, Tierney sur ce côté gauche. Aujourd'hui on a Saka à droite qui est très influent, très décisif, et on a Tierney à gauche. Donc Arteta est en train de trouver un équilibre dans son équipe. Et puis on a aussi le retour, la réintroduction de Lacazette dans ce 11, qui est un point d'appui inestimable, précieux, comme on l'a vu encore contre West Bromwich. Pour autant, moi j'ai encore des doutes. Je ne suis pas convaincu par la charnière Holding-Pablo Mari. Je sais qu'on sait en tout cas tous que Xhaka est toujours sujet à des erreurs ou des coups de sang. Aubameyang n'est toujours l'ombre que de lui-même et ça commence vraiment à durer. On sait aussi qu'il va falloir redonner du temps de jeu à Pepe, à David Luiz, au risque de renforcer leur frustration et peut-être de voir des problèmes se créer au sein du vestiaire. Donc voilà, c'est un équilibre à trouver. Arsenal est revenu sur la pente ascendante. Maintenant, il faut que ça se confirme.